Bonjour et bienvenue à Ciné-Histoire. Aujourd'hui, on tente une nouvelle fonction du micro. Là. On essaie une fonction 360 pour avoir une discussion parce que depuis 28 épisodes maintenant, on se parle assis un à côté de l'autre. Puis c'est pas super le fun non plus de pas se regarder quand on parle. Donc là, on est en face. Et je suis en face de qui? Ben c'est ça. Ben de Jade. Ça va de bien, moi. Jade? Ben oui, ça va bien. C'est ça. Un en face de l'autre, c'est une toute nouvelle chose là, qu'on essaye pour justement que l'émission prenne un peu la tournure juste une discussion en fait, puis que ça soit moins des faits ouais, dans ça. le fond là. Fait qu'on essaye quelque chose. On essaye comme une refonte des catégories. Puis c'est ça. Mais on va essayer ça, puis on va essayer ça aujourd'hui avec le film Picnic at Hanging Rock, un très bon film qu'on a écouté, c'est quand même un petit bout déjà, là, un petit peu plus qu'une semaine, mais qui était particulier. Dès qu'on avait vu la bande-annonce aussi, et puis ça faisait partie d'un des films que je nous avais suggéré d'acheter dans une des ventes là, de Unobstructed View, qui est le fournisseur canadien de Criterion. On avait regardé la bande-annonce qui était bizarre, là, assez... oui, c'est ça. Dans le fond, j'avais pas vraiment d'attente là, face à ce film-là. Puis finalement, c'est un excellent film, mais c'est quelque chose qu'on comprend pas trop ce que c'est, en fait. Puis la bande-annonce fait exprès de pas aller dans les détails. Là, fait que mais même le film au complet, là, ça a une ambiance assez mystérieuse. Puis c'est un peu... c'est vaporeux, là. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Mais Picnic, un super bon film australien. De Peter Weir, qu'on connaît quand même bien. Il est allé à Hollywood, mais avant ça, il a commencé en Australie. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, dans le fond, Peter Weir, qui est quand même un réalisateur là, emblématique de la nouvelle vague australienne au cinéma. Il a une bonne carrière en Australie, mais il a aussi une super bonne carrière aux États-Unis. Dans le fond, là, tu sais... Pour ne nommer que ceux-là, il a fait Dead Poets Society puis Truman Show dans le fond qui sont quand même assez Truman connus, Show là. qui ressemble quand même étrangement à Louis XIX, le roi des ondes. Ben oui, je pense que c'était voulu c'est pas aussi, mais il y a Ed TV aussi avec Matthew McConaughey, je pense. Mais oui, c'est ça, les trois là, c'est pas mal. Ça ressemble quand même un pas petit mal peu. la même chose effectivement, mais c'est ça dans le fond. Soit dit en passant, j'ai encore des crises d'allergie de temps en temps, ça se peut que je le sens là qui se pointe là, mais c'est la saison, hein. La saison est bien entamée. Et attention aux oreilles. C'est zéro satisfaisant. C'est pas grave. Mais bon, oui, Peter Weir, donc, c'est ça, qui a quand même une bonne carrière, là. Somme toute, il y a 6 nominations aux Oscars comme meilleur réalisateur, mais l'ensemble de ses films a quand même 29 nominations aux Oscars, là. Puis là, je dis l'ensemble parce qu'on parle, oui, réalisateur, mais meilleur acteur, meilleure musique, meilleure cinématographie, meilleur décor. Bon, ces films ont 29 nominations aux Oscars, 32 au BAFTA, puis 27 au Golden Globe. Donc, c'est quand même pas rien. Juste des nominations, pas de victoire. Non, mais oui, c'est ça. Non, j'y arrive. Dans le fond, il a gagné 6 Oscars, 11 BAFTA, puis 5 Golden Globes. Ce qui est quand même, tu sais, c'est bien, honnêtement, là. Puis c'est ça, y a-tu gagné meilleur réalisateur à un moment donné? Je pense pas. Non, je pense pas. Effectivement, c'est ça. Il y a juste des nominations comme meilleur réalisateur, mais ses films sont quand même, tu sais, en lisant sur lui, il y a quand même un rayonnement dans sa carrière, puis je le connaissais pas, honnêtement, puis, tu sais, finalement, je me rends compte que je le connais beaucoup plus que je pense, là. Il a fait beaucoup de choses. C'est lui qui a donné à Mel Gibson la carrière dans le cinéma, tu sais, il a quand même fait des... lui, puis George Miller aussi avec Mad Max. Oui, mais c'est Gallipoli, en fait, en 1981. Mad Max, je pense que c'est 84. Le premier, c'est 79. Le deuxième, tu sais, je pense que ça a été populaire surtout en Australie avant d'être populaire aux États-Unis, par exemple. C'est possible, effectivement. Mais on connaît pas tant que ça, Peter Weir, parce que depuis, tu sais, il a fait un film en 2010, The Way We Were, ou en tout cas, je sais pas trop. The Way Back. Puis c'est drôle parce que en faisant la recherche, je pensais que c'était The Way Way Back, qui est un film qui avait joué. Non, mais ça là, je veux l'expliquer. C'est un excellent film, ok. Puis j'avais regardé ça, je pense que ça jouait genre à Musique Plus à un moment donné. Puis t'étais probablement pas là, en fait. Non, t'étais pas là. ça fait quand même longtemps de ça. Mais ça faisait une couple de fois que je voyais les annonces, puis je voulais le regarder. Puis je pense qu'il jouait même en français là au poste où je l'ai trouvé. Ça me tentait pour vrai, tu sais. Puis mais c'est bon, tabarouette. C'est avec Patricia Arquette, je pense, puis Sam Rockwell aussi qui joue, parce que dans le fond c'est l'histoire d'un petit gars dans les années peut-être 70-80 là, qui se ramasse à être employé d'un parc aquatique pour genre fuir sa mère puis son beau-père
violent, là, tu sais, bon, histoire somme toute classique, là, mais c'est vraiment cool, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis bref, je pensais c'était pas ça. Désolé. Mais non, c'était pas ça. On enlève un way dans le titre, donc c'est The Way Back qui apparemment était un succès critique, mais zéro succès commercial. Puis c'est pas mal. Avec, je pense qu'on l'a en plus. C'est avec Ed Harris. Puis je sais pas d'autres personnes. Là. Non, ben c'est ça. Mais tu sais, depuis 2003, qui sont de Master and Commander, là, qui a eu, je pense, 10 nominations aux Oscars. C'est le seul film qu'il a fait de Way Back. Donc, depuis 2003, il a fait 2 films. Là, donc, en près de 20 ans. Il a disparu un petit peu. Avant, tu sais, quand même, c'est ça. Il y avait The Year of Living Dangerously aussi, qui a fait en Australie, je pense, avec Mel Gibson et Sigourney Weaver. Il a fait un film avec Gérard Depardieu, qui était... là, j'ai pas noté le titre, là, mais c'était comme une espèce de risque de casting, puis finalement, ça a super bien fonctionné. Puis c'est ça, ce que je disais, en fait, c'est que tous ces films, ils ont vraiment bien fonctionné. C'est pas 14... non, ça, c'est Ridley Scott. En tout cas, un film sur Christophe Colomb, je sais pas trop quoi, mais je pense que c'est Ridley Scott. Non, mais c'était... en fait, ce que ça disait aussi, c'est que c'était le premier rôle anglais de Gérard Depardieu. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a comme tout le temps... On dirait qu'à chaque fois que je lisais sur un film, il y a quelque chose de novateur, où, tu sais, ça a vraiment fonctionné. Witness aussi, qui est la seule nomination aux Oscars pour meilleur acteur de Harrison Ford, ce qui est quand même pas rien. C'est ça. Ben, justement, Harrison Ford, il a fait 2 films aux États-Unis avec lui, qui étaient Witness et The Mosquito Coast, dans le fond, en 85 puis en 86. Puis c'est ça, là, dans le fond, qui va un peu, pas concrétiser la carrière d'Harrison Ford, mais, tu sais, démontrer qu'il est capable de faire des trucs qui sont plus sérieux puis tout ça, malgré qu'il y avait... Star Wars, puis Indiana Jones, c'est des films d'aventure pour... Non, mais c'est ça, exact. Puis là, ce que ça dit, c'est que ça l'ancre un peu plus comme un vrai acteur sérieux, dans le fond, là. Donc, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, sa carrière, on la connaît, là. Puis il y a quand même des belles retombées, disons, sur le cinéma. Tu sais, il a presque failli, ou en tout cas, je sais pas si Jim Carrey avait eu finalement une nomination aux Oscars pour... Truman? Pour Truman Show, mais tu sais, justement, réussir à l'amener jusque-là, c'est quand même un exploit pour une comédie. Oui, mais aussi, puis tu sais, justement, Jim Carrey, qu'on avait vu genre dans Liar Liar, puis dans des affaires de même, qui fait Truman Show, tu sais, c'est comme ça swift, dans le fond, là, ça shift, en fait, son espèce d'aura, rôle cast, là, tu sais, puis c'est... c'est ça, exactement, je vais aller regarder, justement. Mais je sais pas, mais je sais qu'il avait gagné le Golden Globe du meilleur acteur, justement, pour une comédie, mais comme ça arrive souvent le gagnant du meilleur acteur comédie au Golden Globe est même pas nominé aux Oscars. C'est arrivé cette année avec Taron Egerton pour Rocketman. C'est arrivé pas si longtemps. C'est arrivé aussi pour la meilleure actrice qui était Awkwafina, voilà, dans The Farewell, qui avait gagné justement meilleure actrice puis qui a même pas eu une nomination. Donc, mais finalement, les comédies, c'est ça, sont pas très populaires. Question, non. Ça avait eu la nomination Ed Harris, Supporting Role, réalisateur Peter Weir, puis Writing, dans le fond, voilà. Pour, c'est ça, Andrew Niccol. Bon. Mais non. Mais bien connu. Un réalisateur quand même bien connu. Mais pas pour... nous, on le connaît pas tant que ça pour son travail en Australie. Puis justement, les 2 films de la collection Criterion, c'est 2 films de la nouvelle vague australienne, donc Picnic et... de Last Wave. C'est ça. Ouais, c'est ça que... Donc, en 79, là, je crois. Donc, voilà. Je peux te laisser poursuivre. Oui, c'est ça. J'ai des petits points là, qu'on va pouvoir aborder plus tard. Mais bon, Picnic, c'est un film de 1975 australien, comme on le disait. C'est un drame vraiment mystérieux. Là. On est quasiment dans le mystique, en fait. Là. Donc, c'est ça. Durée de 107 minutes, format couleur 1.78.1. Les producteurs, j'imagine, des frères, Al et Jim McElroy, dans le fond... Ils ont pas grand chose, là, tu sais. Al a beaucoup de titres, là, à la télévision, puis Jim, qui est maintenant connu sous le nom de James McElroy, il a aussi fait, dans le fond, avec Peter Weir, The Cars That Ate Paris, qui était aussi un autre beau succès. Je crois qu'il est son premier film, en fait, à Peter Weir, parce que Picnic, c'est son 2e, il me semble. Donc, c'est ça, il était tout jeune, là, quand il a commencé. Il était encore
relativement jeune, tu sais, il est né dans les années milieu 40, je crois, 50, tu sais, il pourrait encore faire des films. Oui, certainement. Même si j'ai pas aimé Dead Poets Society, là, mais bon, moi, je trouve que Dead Poets Society, c'est un film, ben là, ça va être un peu drôle à dire, mais c'est un film vraiment poétique, là, puis il y a quand même des caractéristiques, tu sais, en faisant la recherche sur Weir, il y a des caractéristiques dans ces films que j'ai vu dans les deux quand même, tu sais, c'est facile de voir des rapprochements. Il y a une citation d'ailleurs, je pense, une citation de Shakespeare dans les deux films, la même citation en fait. Là. Ah, ok. Puis, tu sais, c'est comme une espèce de, pas de l'antipode, là, mais tu sais, dans celui-là, c'est une école, dans Picnic, c'est une école de jeunes femmes, puis alors que dans l'autre, c'est une école de garçons. Donc, et, voilà. C'est facile comme rapprochement. Ouais, c'est ça. Mais bon, le scénario. Oui, merci, je m'excuse, j'ai beaucoup d'allergie. Ouais, quand même. Scénario de, dans le fond, Cliff Green, puis c'est à la base un roman de Joan Lindsay. La musique est quand même assez importante là, dans le film. Dans le fond, il y a comme deux types de musique dans ce film-là. Il y a de la flûte de Pan énormément, qui a été faite par, là, je sais pas comment le prononcer, mais c'est parce que c'est Georges, mais après chaque G, il y a un H. Donc, G-H-E-O-R-G-H-E. C'est un nom d'artiste, c'est comme Garou. C'est ça, mais c'est Georges Zamfir, qui, entre autres, a fait Karate Kid en 1984, puis Kill Bill aussi. Des chansons dans les films. Bruce Smeaton, sinon, qui a fait toute l'autre musique dans le film, mais qui a aussi fait The Cars That Ate Paris. Directeur photo, Russell Boyd, qui, surtout, là, a fait une belle carrière, je te vois rire, mais Ghost Rider, Dr. Dolittle en 98 avec Eddie Murphy, Liar, justement, on en parlait, puis Crocodile Dundee, c'est les plus importants que j'ai ressortis. C'est un film important, Crocodile Dundee. Mais c'est australien, quand même. C'est un film important en Australie. J'ai jamais écouté ça. Ça joue tout le temps à TQS, à TV, télé. TQS. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de câble, mettons, là, ça que... Ouais, mais c'est ça, Crocodile Dundee, tu sais, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même, on connaît tous ça, là, puis c'est ça, c'est australien puis aussi. Ça s'inscrit limite dans pas la nouvelle vague australienne, mais, tu sais, dans disons, l'expansion du cinéma australien dans les années 70, mon Crocodile Dundee, je pense que c'est 81, là, c'est un peu vers la fin, mais tu sais, ça fait partie un peu de ce cinéma australien-là qui revient un peu, mais on sait que il y a très peu de gens qui ont commencé en Australie qui sont restés en Australie. Tu sais, Mel Gibson, Nicole Kidman, même George Miller qui a fait les Mad Max, il est allé faire Happy Feet. Il a fait une couple de films, mais souvent, vu que c'est de la langue anglaise, ils font, un peu comme au Canada, ils font juste aller à Hollywood. Là. Donc, mais tu sais, c'est ça reste quand même un bon classique. Je vais te laisser avec ton idée de continuité de nouvelle vague. Là. Je sais pas si j'ai vraiment envie de m'embarquer là-dedans, mais bon. On en reparlera un petit peu plus tard de certaines de ces caractéristiques là, pardon. Tout à fait. Le montage signé Max Lemmon, dans le fond, qui a fait Le Dernier Samouraï, mais pas celui avec Tom Cruise. Je pense que en fait c'est Le Dernier Samouraï en 90. Donc, mais ça a l'air vraiment plus japonais dans le fond. Là, tu sais, c'est pas le vrai Dernier Samouraï, pas celui qui est américain. Là, non, exactement. Décor David Copping, pas grand chose à dire sur lui. Maquillage Elisabeth Michi, même chose. Ensuite, j'ai trouvé un budget de 440 000 $ australiens, dans le fond, pour 75, j'imagine, c'est quand même considérable. Et un box-office de 82 000 $, mais probablement américain. Donc là, c'est sûr que j'ai pas la conversion tant que ça. Il me semble qu'il est fait plus que ça. Ça doit être juste en sur Australie. Box Office Mojo, j'ai vraiment 82, puis je pense que là-dedans, il y a une ressortie aussi en 2008. C'est que moi, je l'avais trouvé le Box Office, mais en dollars australiens. On sait que c'est à peu près l'équivalent d'un $1 canadien. Là, donc, ça dit qu'à l'époque, il a fait 5 millions de dollars canadiens, australiens, pardon, ce qui serait l'équivalent en 2016 de 23 millions. Ce qui est quand même beaucoup pour l'Australie. Ouais, mais Box Office Mojo, c'est ça. Ça doit entrer en fait dans le Box Office worldwide et non pas domestique. C'est ça, domestique, parce que aussi c'était pas réalisateur connu, puis le cinéma australien était pas très connu à l'époque, donc ça se peut bien, là, tu sais, c'était comme un film international d'une certaine façon. Oui, ben c'est tout à fait possible, mais bon, ben c'est tant mieux, parce qu'en fait, je trouvais que c'était pas super bon, tu sais, parce que le film est excellent, mais enfin. Mais c'est pas pour tout le monde. Non, effectivement, mais on pourra revenir là-dessus plus tard, puis ben finalement, dans le fond, ce film-là a eu un BAFTA pour meilleure cinématographie, donc, puis avec raison, je pense, je sais pas, avec
avec quoi il était en compétition, mais tu sais, c'est beau comme film, là. C'est, Non, c'est très très beau. On va pouvoir en reparler en masse. Un petit résumé d'histoire pour se mettre un peu dans le bain. Donc, ça suit en fait des jeunes filles du Appleyard College à Wood End en Australie, alors qu'elles se préparent à une sortie à Hanging Rock, qui est comme une espèce de site géologique volcanique important là, en Australie, en fait, en plein milieu de l'Australie. Ouais. Donc, une espèce de roche, là, c'est ça. C'est une grosse roche étrange, noire, un petit peu. Ça ressemble un petit peu, on va y aller en grossier, là, mais ça ressemble un petit peu à ton rocher de Close Encounter, tu sais, c'est... ouais. C'est pas plat, là. Non, c'est pas un tepuy, je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Mon Dieu, en tout cas, une espèce de montagne avec un toit. Un toit, en tout cas. Un sommet. Un sommet, voilà. Plat. Qui est plat. Mais bon, donc il se prépare à faire cette sortie-là le jour de la Saint-Valentin. Il y a notamment Miranda, Irma, Marion, Sarah et Edith qui sont résidentes là. C'est pas mal les 5 filles qu'on suit le plus dans l'histoire, ou du moins qu'on entend le plus parler. Sarah n'a toutefois pas l'autorisation de faire la sortie. Je pense que c'est une question de devoir, ou je sais pas trop quoi. Mais en fait, c'est qu'elle est en punition parce qu'elle est pas capable de mémoriser un poème. Elle veut pas le mémoriser parce qu'elle veut en créer elle-même. Ouais, elle veut écrire de la poésie, puis la directrice est vraiment pas d'accord avec ça, là. Elle a aucun intérêt à entendre les poèmes de Sarah, puis je trouve tellement que c'est... c'est pas une bonne prof de poésie, ça. Mais c'est la directrice, en fait, mais tu sais, je trouve que c'est une belle façon de casser ça assez solide, parce que il me semble que je comprends qu'on encourage peut-être l'apprentissage des classiques, mais en même temps, si ton élève veut créer, puis tu devrais juste laisser aller ça, puis voir un petit peu les figures puis tout qu'il y a dedans, mais surtout qu'elle fait une ligne, puis la directrice dit j'ai aucun intérêt, ça vient d'où? Non, ça me tente pas. Puis, surtout qu'elle a quand même une bonne source d'inspiration, parce que Sarah est comme attirée par je crois que c'est Miranda. Mais qui ne l'est pas dans le film? Non, pas tant que ça. D'ailleurs, non, mais tout le monde tripe sur Miranda dans ce film-là. Enfin. Mais elle semble plus en amour que les autres, parce que c'est aussi la journée de la Saint-Valentin, donc tout le monde s'écrit des cartes, puis des beaux petits poèmes au passage aussi, donc voilà. Mais bon, une fois que le groupe arrive à la roche, en tout cas, à Hanging Rock, les choses prennent une tournure un peu étrange. C'est là que ça vire un peu eerie, là. J'ai pas trouvé la bonne traduction de eerie. Mais je pense que vaporeux, ça pourrait, peut-être être bien, là. Mais tu sais, ça disait... j'en ai trouvé une, mais c'était pas exactement ça. Je pense que c'était... je me souviens plus. En tout cas, c'est étrange, là, d'une certaine façon, mais il y en a une autre là, que tu vas rechercher à l'instant. Oui, tout à fait. Mais... Sinistre, c'est ça. C'est celui-là que je suis pas trop d'accord. Mais en fait, on a étrange... particulier. Qui donne le frisson, mais je suis pas super d'accord avec ça, mais... mais tu sais, un petit peu quand même. Mais donc, notamment, des éléments mystiques qui commencent à faire surface une fois à Hanging Rock. Il y a la montre du chauffeur, puis celle de la professeure de mathématiques, qui est Mrs. McCraw, qui arrête à midi précisément. Là, on sait déjà que c'est un peu bizarre. Ils prennent évidemment bien le soin de nous dire « c'est jamais arrêté depuis que je l'ai », donc on sait qu'il y a quelque chose qui se trame. Puis il y a un groupe en fait qui sont essentiellement les 4 des 5 filles que j'ai mentionnées avant, donc Miranda, Irma, Marion et Edith, qui partent pour grimper sur la roche parce qu'ils veulent aller prendre des mesures. Ils ont comme un devoir à aller faire sur la roche là, fait que à faire sur la roche, donc ils veulent aller l'escalader un petit peu, donc puis arriver au relatif sommet, là, parce que en tout cas c'est comme bizarre comme sommet, c'est comme une espèce de cavité à l'intérieur. Ils s'endorment toutes, puis on pense un peu que c'est un coup de chaleur, mais ils se réveillent en fait. Les 4 filles se réveillent, mais il y en a 3 d'entre elles qui sont comme pris dans une transe, puis qui s'en vont dans une espèce de cavité de la roche, puis c'est la dernière fois essentiellement qu'on les voit. Puis Edith, elle qui est la seule qui est pas sous l'effet d'une transe, elle retourne vers le groupe. J'ai ma théorie là-dessus, mais t'es pas d'accord avec moi, mais j'ai rien trouvé en fait pour corroborer mes impressions, mais honnêtement, là, je suis persuadée que Edith a une sorte d'handicap mental, en fait, parce que c'est comment il nous la présente, puis... Mais c'est qu'elle est elle clash un peu avec les autres filles qui sont comme toutes... Non,
je veux pas avoir l'air en tout cas, mais ils ont l'air purs, tu sais, qu'ils sont toutes quand même assez belles dans le même moule là, essentiellement. Edith fit pas du tout là-dedans là. Toutes les filles sont blondes aux cheveux super longs, vraiment belles, puis tout ça. Dans le temps il y avait pas de fer plat aussi là, puis tu sais non mais c'est vrai, tu sais il y a pas de frisottis, il y a pas rien, c'est super droit. Bon. Ben merci pour l'explication. Tant que j'ai remarqué, mais Edith qui est comme super frisée, plus grassette, qui a pas l'air de comprendre, ça a l'air d'être une outcast un peu rejet là de toutes les autres filles, puis les filles veulent pas vraiment qu'elle vienne avec eux non plus, mais ils l'acceptent quand même. Puis Edith va crier pour absolument aucune raison quand il arrive à l'espèce de sommet, justement. Edith a de la misère à dire à sa professeure que Miss McCraw s'est retrouvée juste en espèce de cuissard là, sans ses pantalons, puis c'est ça, puis elle est pas capable de le dire, tu sais, elle est tout le temps comme un peu en train de rire, elle se met les mains devant la bouche, puis tu sais elle est toute gênée, puis c'est ça. Moi j'étais convaincue que Edith avait quand même un certain retard mental dans le fond, qui ferait en sorte que ben là ce que j'avais dit pendant qu'on le regardait, c'est qu'elle avait peut-être pas dans le fond les capacités cognitives pour être appelée à la roche de la même façon que toutes les autres, parce qu'au final Edith c'est la seule qui arrive rien puis qui retourne en bas en criant puis en courant comme une tout roche partout, mais c'est ça, tu sais, j'ai rien trouvé par contre là-dessus, mais le film, je lâche pas le morceau pour vrai, parce que mais le film en même temps nous offre nous offre un peu pas mal souvent en fait de former nos propres hypothèses sur qu'est-ce qui est en train de se passer là, parce que je pourrais y revenir un peu plus tard, mais tu sais c'est ça, il y a pas de réponse satisfaisante là, à la fin du film. On pourrait lire le roman. Mais en parlant de lire le roman, justement, j'avais commencé à le lire, puis j'avais downloadé sur internet en anglais quand même, mais j'ai pas lu tant que ça, parce que ça prend du temps lire un livre, hein. Je voulais commencer à faire ça, lire les romans sur lesquels les films Criterion dont on parle ils font référence ou est-ce que sont adaptés d'eux, puis ça prend du temps, hein. Ça prend beaucoup de temps, puis il faut comme le prévoir d'avance. Mais c'est ça, là t'es dans Oliver Twist aussi. Ouais, je suis dans Oliver Twist, qui est dans 2 films en théorie, mais qui fait partie d'un programme double, dans 3 films pardon, mais qui fait partie d'un programme double justement en 31 32e place, puis c'est quand même 600 pages là. c'est quand même c'est long, fait que je vais peut-être lire quelques chapitres tu sais pour me mettre un peu dans le bain, puis c'est ça que j'ai fait avec Picnic at Hanging Rock, puis c'est quand même de ce que j'ai lu, c'était quand même très fidèle au roman, puis d'ailleurs j'ai vu que l'auteur, j'ai perdu son nom un petit peu, Joan Lindsay justement, elle a été très impliquée, en fait, elle a été productrice, là on sort un peu du résumé là, mais elle a été productrice du film, c'est elle qui a comme acheté les droits de production de son livre, de son livre en film, puis qui est allée elle-même recruter Peter Weir parce qu'elle avait été impressionnée pour son film précédent, puis c'est ça, elle a été elle était là tout au long du tournage, puis c'est pas elle qui a adapté le livre en scénario, mais c'est ça, elle était toujours là, puis elle était très satisfaite aussi du scénario qui a été proposé par Cliff Green, mais c'est ça, donc c'était vraiment assez similaire, mais c'est ça, je me suis pas rendu jusqu'à la fin, peut-être qu'il y a un petit peu des bribes d'informations, mais on pourrait y revenir un peu plus tard aussi par rapport à ça, parce qu'on a eu une finalité finalement, pourquoi pas, ça, mais c'est ça, donc elle a éclairci un peu la fin de son roman par la suite, donc on pourra en parler, mais bon, Miss McCraw, une fois que les 3 filles disparaissent, retourne sur la roche, puis elle aussi disparaît mystérieusement, puis là à un moment donné le groupe ils font comme on peut pas les chercher indéfiniment, donc ils retournent au college, puis c'est là il y a une battue qui est organisée, puis qui essaie justement tout le monde essaie de retrouver les filles, ils vont réussir. En parallèle à ça aussi il y a une autre famille qui est pas loin, une famille de riches aristocrates anglais, en fait là, j'ai pas noté ben c'est un neveu, sa tante et son oncle, puis leur espèce de garçon à tout faire là, c'est pas un palefrenier, mais c'est tout comme là, donc dans le fond c'est Albert qui est l'homme à tout faire, puis Michael qui est le neveu, les autres les Fitzhubert. Ben voilà, les autres j'ai pas noté leur nom, mais de toute façon c'est pas important, mais eux autres les 2 garçons en fait les voient aussi, les filles passer, puis les 2 un petit peu en amour avec Miranda sans jamais l'avoir vue avant, puis
ils vont aussi, eux autres, monter là, pour aller voir qu'est-ce qui se passe en haut. Puis finalement, ils vont retrouver Irma. Oui, tout à fait. L'une des filles, mais évidemment, elle se souvient pas de ce qui s'est passé. Puis elle a perdu son corset aussi, mais bon, on fait des investigations, puis elle aurait pas été violée ou rien. En fait, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Mais c'est ça, le film joue toujours un peu avec cette espèce d'aura de mystère là qui est jamais vraiment ni expliqué ni assouvi, si je peux dire. Mais bon, ça serait, j'ai comme la misère à plus le résumer que ça parce que le reste c'est comme une espèce d'enquête, puis il essaie de voir, d'essayer de retrouver les filles justement. Oui, mais il n'y arrive jamais vraiment. Il y a un peu ça, mais il y a aussi l'histoire de Sarah qui évolue en parallèle. Dans le fond, l'espèce de tension qui monte entre Sarah puis la directrice parce que Sarah elle est orpheline, puis son tuteur a pas payé ses droits de scolarité ou quelque chose comme ça. Puis la directrice dans une scène où on la voit un peu plus à nu là, va se saouler dans son bureau avec du whisky genre, puis dire que c'est répéter son discours à Sarah de on peut pas être une institution charitable, ça prend de l'argent qui rentre parce que je pense que ça va pas super bien au niveau des finances. Puis c'est qu'il y a beaucoup à cause de la disparition, il y a beaucoup d'étudiantes qui sont que les parents veulent pas qu'ils reviennent l'année d'après puis tout ça. Donc puis tu sais il y en a peut-être à peu près une quinzaine au total là, c'est comme une grande école, mais je sais pas aussi s'il y a pas un peu de vouloir répresser l'espèce d'amour que Sarah entretenait envers Miranda là. Je sais pas trop, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a frappé tant que ça quand je l'ai écouté, mais en y repensant par la suite, je me disais est-ce que je sais pas, c'est quand même particulier toutes ces filles qui sont ensemble là, puis cette relation là qui est en 1900 parce que le film se passe en 1900, je sais pas si je l'avais mentionné, mais c'était le lesbianisme était probablement pas très bien vu, donc je sais pas s'il y avait un peu de ça parce que évidemment Sarah désespère un peu plus parce que Miranda est disparue, puis on essaie de redresser sa posture entre guillemets là, en l'attachant à des murs, des affaires de même là, mais qu'est-ce qu'on essaie de, en tout cas c'est comme pas trop clair ce qui se passe, puis peut-être que la directrice aussi refoulait une espèce de qu'elle voulait l'écarter là, de sa perfection d'étudiante ou quelque chose là, ça pourrait son imperfection en tout cas elle voulait la corriger, non, c'est ça, mais quand ça marche pas pour que ça soit très uniforme disons, dans ses rangs là, mais c'est ça en parallèle à la recherche des trois filles, dans le fond il y a aussi l'histoire de Sarah puis de la directrice qui est pas le fun là. Non, qui est vraiment pas le fun, puis qui se termine tragiquement avec la mort de Sarah, mais bon tu oses quand même parce que c'est parce que je sais jamais vraiment si on a le droit de spoiler ou non les films. Ils sont assez vieux les films qu'on regarde là. Ils sont vieux, puis c'est comme plate, tu sais, si on les spoil pas là, on les spoil un peu plus tard en parlant d'éléments du film, fait que on est désolé si on l'a spoilé un petit peu, mais on espère quasiment que vous ayez vu le film avant qu'on en parle, mais bon, je me suis risqué à dire, mais ça, ou si jamais vous faites des travaux sur ces films là, tu sais, on va commencer à les spoiler, hein? Tranquillement, c'est pas tout non plus là, mais un petit peu quand même. Écoute, j'aimerais ça qu'on parle un peu justement de l'esthétisme du film, parce qu'on l'a mentionné, meilleure cinématographie au BAFTA, mais c'est un film qui nous marque vraiment là, avec son visuel très stylé, mais très déformé d'une certaine façon là. Déformé. Déformé, tu sais, par exemple, on voit souvent quand on filme La Roche ou on fait des plans un peu éloignés, il y a toujours comme une impression de mouvement un petit peu, puis ça fait écho en fait au mouvement impressionniste de la peinture là que je crois que tu connais quand même. Ça remonte à mon cégep là, fait que c'est sûr que les souvenirs sont flous comme l'impressionniste. C'est ça. Non, mais en fait je m'étais noté là pendant qu'on regardait le film, c'est tellement esthétique ce film-là, tout est placé, tout est calculé, j'ai l'impression, puis tout est pur. Je sais pas si on peut appliquer ça tant que ça, mais tu sais ça dégage ça se veut. Mais comme je disais quand on prenait notre marche hier, j'ai l'impression en regardant les filles pendant tout le film, on dirait Beau Bâton qui arrive à Poudlard là, tu sais c'est avis aux fans. Sinon vous comprenez pas là, mais... Je pense que c'est une façon correcte de le caractériser là, parce que c'est vraiment comme tout est poétique, tout est doux, tout est comme... Les filles sont parfaites, sont belles, ils ont les cheveux tellement longs, ils sont toutes minces, sauf Edith. Tu sais, ils sont toutes...
Mais c'est ça, ils sont toutes parfaites en fait, puis c'est ce que je m'étais dit là quand on le regardait, c'est qu'il y a certains plans qui rappellent un peu des peintures, fait que c'est intéressant de voir que ça peut s'apparenter justement à l'impressionniste. Là, il y avait un plan en particulier qui m'a vraiment fait penser au Déjeuner sur l'herbe, tu sais, puis là, je me rappelle pas c'était quand, pantoute là, mais probablement quelque part sur la roche, mais il y a ou peut-être la Déjeuner sur l'herbe, là, pique-nique à Hanging non, Rock. mais je pense que c'était peut-être plus la famille en fait que les filles là, parce que c'est ça, mais c'est puis même justement cette famille là, Michael, Albert à la limite là, sont super bien habillés, tu sais, toujours les gros chapeaux, ça salue en étant hyper courtois, tu sais, c'est de la bourgeoisie australienne, puis c'est quand même c'est ça, tu sais, la richesse est visible dans le fond dans beaucoup de choses dans le film, puis même juste au début quand on les voit se préparer puis tout ça, puis tu sais il y a à peu près c'est ça une quinzaine de filles à l'école, brossent leurs cheveux puis ouais mais c'est ça, puis ils s'attachent leur corset une après l'autre là une à la suite de l'autre en fait en fil, puis tu sais tout est calculé, tout est mis en scène pour justement dégager cette aura de perfection là qui est comme très typique de l'aristocratie anglaise, mais qui s'est transposée dans leur colonie en Australie. Ça faisait pas très très longtemps qu'il y avait du monde je veux dire, il y avait toujours eu des aborigènes, en fait, des premières nations australiennes, mais tu sais, des colons anglais. On sait que l'Australie, je sais pas si tu savais, en fait, mais l'Australie a été peuplée, disons. Tu sais, ici, on a eu des colons, des filles du roi, des personnes comme ça. En Australie, eux, c'était des prisonniers, donc, qu'on envoyait là. C'était comme une île de prisonniers. Mais bon, à un moment donné, l'aristocratie est débarquée dans place, puis c'est ça, 1900, je crois que c'est comme la dernière frontière entre, disons, une colonie anglaise et disons un pays à part entière. Je sais pas exactement quand est-ce qu'ils sont devenus indépendants, mais la reine Victoria est morte en 1901, tout de suite après. Puis justement, Michael dans le film, c'est un Britannique. Eux aussi, c'est des gens venus de partout. Il y a des Français, il y a un professeur de français de Poitiers. Mademoiselle Poitiers. Ouais. Mais tous les enfants sont comme pas en colonie de vacances, mais ils sont tous issus justement de familles britanniques, mais qui envoient leurs enfants là-bas. Donc c'est vraiment comme cette dernière limite entre, disons, la colonie anglaise puis l'aristocratie britannique et justement, disons, pas la libération, mais en tout cas, l'émancipation des résidents australiens. Donc, il y avait quand même de ça, mais pour revenir à l'esthétisme, justement, du film, je sais pas si tu peux, ou je peux te dire, sinon, les caractéristiques, justement, de l'impressionnisme. Vas-y. En fait, c'est ça, l'impressionnisme, c'est un mouvement du 19e siècle qui est caractérisé par, c'est à la peinture, là, mais par des traits de pinceau visibles, par une composition ouverte, donc des grands plans, des prises de vue quasiment panoramiques, des angles de vue inhabituels aussi, puis il y en a quelques-uns dans le film. On voit toujours la roche est toujours en contre-plongée, ouais, puis c'est ça, il y a comme les espèces de ça ressemble à des mirages là, ça fait référence à l'autre caractéristique qui est comme là je l'ai copié directement dans la description, mais la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux. Mais en fait c'est l'espèce d'apparence de mouvement dans une peinture, mais dans ce cas-là, c'est dans le film. Puis justement, Peter Weir, pour se rapprocher de ça, lui et son directeur photo, pour se rapprocher de ça, ils ont mis un voile de mariée par-dessus la lentille de la caméra, ce qui crée une espèce de filtre, pas sépia, mais une espèce de, je sais pas, un filtre bizarre, une espèce d'ombre dans la lumière. À la fois pour la couleur, mais aussi pour l'espèce de mouvement aussi, parce que oui, il y a comme des vagues de chaleur des fois là, qu'on voit, puis qui est très typique de l'Australie aussi, mais c'est ça, il y a toujours c'est bizarre, tu regardes un plan au loin puis on dirait qu'il bouge, mais sans trop bouger là. Mais pour revenir sur la roche, en fait, tu dis ça va avec la chaleur ou peu importe en Australie, mais en même temps, on dirait que c'est comme pour donner une espèce de personnalité à cette roche-là, pour elle essaie d'attirer les filles. Puis là, on la voit bouger, puis on la voit comme on entend aussi beaucoup de perturbations, de vibrations proches. La terre elle vibre souvent aussi parce que c'est comme un volcan, mais éteint. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, il a érupté pour la dernière fois il y a vraiment longtemps, ce que la directrice disait. Mais il y a aussi
tout on dirait qu'elle les appelle dans le fond, tu sais, même la professeure qui regarde ses mathématiques, c'est hyper cartésien, c'est vraiment comme c'est quelque chose qui est super logique, puis ça, puis on la voit, elle regarde des schémas là, vraiment pour calculer les airs, puis tu sais plein de choses. C'est super drôle là comment c'est fait, mais après ça elle enlève sa jupe pour monter dans la roche, tu sais, il y a quelque chose de cette roche là leur fait faire des choses étranges comme Mirasphalta. Ouais. Dans une galaxie près de chez vous. Mais c'est ça, ben c'est un peu ça. Ouais, c'est le même principe. Ceux qui ont vu ça, je suis pas mal sûre que c'est une belle référence à ce film-là. Mais c'est ça, c'est qu'elle va vraiment les envoûter, les séduire dans le fond là. Puis tu sais même les filles ils se promènent là-dedans. Puis il y a une espèce de plan de haut qu'on voit dans la bande-annonce aussi où ils se promènent. Ils montent la roche un peu là. Puis c'est super étroit là dans une espèce de S là, puis ils passent là-dedans, ils mettent leurs mains un peu partout, à un moment donné ils décident d'enlever leurs bas pour se promener nu-pieds, tu sais ça a aucun sens, puis c'est comme pour être proche, tu sais même quand ils se couchent par terre, ils ont les joues vraiment collées sur le sol, c'est vraiment comme une espèce de fusion avec cette terre là, puis c'est ça, il y a comme quelque chose qui se passe en dedans là, c'est pas on le sent que c'est pas naturel, mais que c'est juste ils peuvent pas s'en empêcher, puis ça va même avec le prochain film, ça. Oui, exactement. Mais on pourrait pas trop les étapes. Tout est dans tout. Mais non, c'est ça, c'est vraiment... Il y a comme ce mysticisme-là, je pense. La roche joue vraiment un personnage. Ben oui, tout à fait. Mon parallèle plus récent, mettons, c'est la maison dans Parasite, là, qui c'est la sonnerie qui est comme emblématique puis qui vient un peu... ça aussi ça fait référence au prochain film, je le garderai pour le prochain, mais c'est ça, c'est un de ces cas-là où un objet inanimé joue vraiment un rôle dans l'histoire. Je sais ce que tu voulais dire. Ouais, c'est ça, je le garderai. On a déjà regardé le prochain film de Fritz Lang, mais on y reviendra. On pourrait parler un peu aussi de la musique du film qui contribue, je pense, à l'espèce d'ambiance angoissante de tout le film là, en général, parce que c'est ça, c'est de la musique, il y a de la flûte de Pan que t'as mentionné, mais le film est quand même un amalgame entre la musique classique qui existe, là, du Bach, du Mozart, du Beethoven, et de la musique originale là, qui est composée par attends un petit peu, tu l'avais mentionné tantôt, Bruce Smeaton. La musique est vraiment particulière. Je l'ai écrit 2 fois dans mes notes, là, fait que ça doit m'avoir marqué à plus d'un moment. Évidemment, au début du film, ça met la table, disons, à tout ça. Mais c'est ça, elle est toujours présente. Elle semble un peu sortie d'un autre monde, parce que là, on parle d'aristocratie, on se serait attendu, je sais pas moi, à du clavecin, à du... Je sais pas, n'importe quoi d'aristocratie, aristocratique. Puis là, on a de la flûte de Pan, puis de la musique classique quand même, là, mais je sais pas ce que t'as pensé de la musique, je sais pas si t'avais noté. Je me suis noté flûte de Pan et tension dramatique, parce qu'il y a vraiment cet écart-là, dans le fond, deux types de musique, 3 même avec le classique, justement, dans les parties, là, les garden parties de la famille de Michael, mais on voit vraiment cette différence-là entre la flûte de Pan qui est comme plus au début, puis quand on voit les filles justement, puis ça va dans la douceur puis la perfection de ce qui est présenté, puis après je me rappelle pas du type qu'on avait, mais tu sais je me suis écrit tension dramatique dans le fond qui est plus stressant, plus lourd, plus des grosses notes probablement, puis là qu'on se pose un petit peu plus de questions à savoir qu'est-ce qui se passe en fait, on est où, pourquoi, puis tu sais il y a vraiment comme le contraste entre justement les filles, disons, et la roche, on pourrait peut-être le placer comme ça, mais dans l'évolution de l'histoire aussi, là, je pense pas qu'on a vraiment de la flûte de Pan plus tard. Non, c'est ça, mais ça s'amalgame bien aussi avec les sons un peu de la roche, là, puis non, j'ai vraiment aimé l'ambiance générale du film, mais l'ambiance sonore aussi était très... C'est ça, elle contribue à faire du film un film mystérieux, puis ça, il est quand même bien, puis par contre, tu sais, je pense que à l'époque non plus, là, je crois pas qu'il était si apprécié que ça, parce que à la fin il y a pas de réponse claire. Tu sais, aujourd'hui on est habitué d'avoir un film assez by the book là, tu sais, qui laisse pas trop place à l'interprétation, qui réussit à te fournir toutes les clés, puis qu'à la fin tu sais, t'es comme
tu peux être content ou pas de la fin, mais au moins t'as la fin. Et là, ici, c'est pas tant ça qu'on a. Mais je veux juste faire une parenthèse par rapport à ça, mais dans Inception, on les a les clés, mais comme ça prend quand même des lectures, là. Parce que on le sait pas que c'est son totem, c'est... Non, mais l'histoire se règle, paraît-il, il y a quand même certaines clés que, mettons, faut que tu vois le film plusieurs fois pour comme bien comprendre toutes les facettes, mais tu sais, quand t'arrives à la fin du film, t'es pas déçu, tu sais, là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu Inception, mais tu sais, quand l'histoire se termine, tu sais, on est au courant si leur mission a réussi ou non. Oui. C'est ça, tu sais, il y a une finalité. Je pensais plus façon. Au totem, là, parce que c'est la grande question. Mais tu sais, j'essaie de penser à un film là, récent qui avait pas tant de finalité là, qu'on a vu. Ben écoute. C'est un film de cette année aux Oscars là, qui comme il finit puis comme. Ben tu sais, un peu. Il est pas. Non, il y a une finalité. En tout cas, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais il sait qu'il y a plusieurs films un peu plus vieux, disons, qui étaient moins dans les codes d'Hollywood du moment, qui justement laisse un peu place à l'interprétation. Moi aussi je vais éternuer, désolé. C'est la grande saison. Ouais, c'est ça. Zéro satisfaisant. Non, c'était pas. J'ai essayé de le retenir, mais c'était pas évident. Mais bon, c'est un film mystérieux, puis ce mystère-là aussi il vient un peu de la distribution du film, là, qui est toutes des jeunes femmes très très belles, puis que Peter Weir a choisi pour. Parce qu'elles étaient belles, puis il y avait pas vraiment de talent. Je pense que même le dialogue a été enregistré après, là, dans le fond. En secret, parce qu'il voulait pas comme choquer les filles, mais c'est ça, il a dit, il voulait pas nécessairement des filles talentueuses, il voulait juste des filles qui fit justement la description de tout ça. C'est exactement, c'est ça, parce que toutes les filles sont pareilles, là. Mais il y en a-tu qui ont fait quelque chose par la suite? Honnêtement, c'est ça, dans mes recherches, là, tu sais, bon, là, c'est sûr qu'on a plus de personnages que d'habitude parce qu'il y en a plus qui sont importants, disons, là, mais pas vraiment, tu sais, Miss Appleyard, dans le fond, qui a fait Murder on the Orient Express, puis Saturday Night, Sunday Morning, qu'on avait vu avec Albert Finney, qui est aussi un critère. Ouais, il est très loin dans la liste, mais bon, on va y arriver. On n'avait pas tant trippé, là, mais parce qu'il n'y a pas de sous-titres. On l'avait regardé dans un programme double. Ben, je pense que c'était pas peut-être un programme double, mais on l'avait regardé dans une fin de semaine où on a vu plusieurs films avec Albert Finney parce qu'il y avait une collection. Tom Jones. C'est ça. Tom Jones, puis celui-là. C'est ces deux-là. Parce qu'il sortait, dans le fond, il est décédé, puis ils ont fait un package là, sur le site de Criterion. Enfin, on l'a déjà vu, mais on va le re-regarder plus tard. Sinon, ben écoute... il y a Jackie Weaver, qui est pas une des filles, mais... qui est quand même plus vieille, là. Elle joue une espèce de femme de chambre, là, qui est un peu au service de la directrice. Elle, bon, on l'a vu dans Silver Linings Playbook, Polka King avec Jack Black, Bird Box récemment sur Netflix. Va jouer ou a joué, là, c'est comme pas clair, mais The Grudge en 2020, dans le fond. Fait bon, à venir. Ouais, c'est sorti The Grudge. Bon, c'est possible. Il n'y a pas grand film qui va sortir cette année, je pense. Life of the Party avec Melissa McCarthy, où elle retourne à l'université. The Disaster Artist, elle joue Claudette, qui est la mère de Lisa dans The Room, là, parce que Disaster Artist, qui est un film sur comment The Room a été fait. The Room, un méga cult classique de 2003. Oui, exactement. Puis elle joue aussi dans Widows, le film prometteur que personne aime finalement, là. Les gens ont aimé ça. Moi, j'ai pas tant trippé, là, mais c'est parce que c'est Steve McQueen qui l'a fait. Mais la distribution est pas pire, mais bon, je l'ai vu dans un avion. C'est peut-être pas l'idéal non plus. C'est sûr que c'est pas idéal, effectivement. C'est correct. Là. Mais sinon, les autres filles, même Miranda a rien fait. Edith a fait juste ça. Sarah, rien trouvé. Il y a Michael, dans le fond, qui a prêté sa voix à Pipin dans Le Seigneur des Anneaux en 78, qui a le film animé. Oui, c'est ça. Participé à Doctor Who, aussi la série. Gandhi, en 82. Puis Le Comte de Monte Cristo, qui est un TV movie là, de 1975. Puis Albert, qui est comme l'homme à tout faire de la famille, dans le fond. Bon, écoute, il y a encore un petit peu un semblant de carrière, là. Elle va jouer dans un film en 2022 qui est Wolf Creek 3, mais il a joué dans le 1 et le 2, puis un minuscule rôle dans Django, qui joue un espèce d'employé dans dans un des champs, là, tu sais, je sais pas. C'est rien, là, mais bon, il y a quand même... mais qu'on le réécoute, peut-être qu'on
va pouvoir... mais tu sais, c'est ça, il y a pas grand-chose, tu sais, ils ont pas fait grand-chose. Il y en a une, je me rappelle pas c'est laquelle, je l'ai pas notée, mais il y en a une des filles qui a joué dans The Last Wave, justement. Ouais. Donc, on va pouvoir la revoir, mais je sais plus c'est qui. C'est pas plus grave, on va pouvoir en reparler quand on va voir le film. Le film, justement, parce que c'est une distribution qui est quand même, j'imagine, australienne. C'est un film, comme on l'a dit, qui fait partie de la nouvelle vague australienne, que, si tu me permets d'emprunter les mots de mon bon Roger Ebert, qui avait décrit justement un peu la nouvelle vague comme répondant à 2 critères très précis, donc une très belle cinématographie et une dualité entre les Européens nouvellement arrivés puis les mystères de leur terre natale. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, là, l'Australie, c'est comme le pays étrange avec toutes sortes de créatures qui vivent là, puis des roches en plein milieu du désert, puis tu sais, c'est comme une grosse île, puis sur des îles, tu sais, il y a comme un écosystème particulier qui se crée en général. Tu vas éternuer. Oui. Et voilà. Désolé pour vos oreilles. Mais c'est ça. Donc, puis je trouvais que ça correspondait bien justement à ces 2 critères-là. Puis un autre film aussi de la nouvelle vague australienne, Walkabout, qui il y a quand même certains parallèles à tirer là-dessus, même si Walkabout c'est un peu contesté qu'il fasse partie de la nouvelle vague australienne, parce que c'est un film britannique, mais bon, tourné en Australie avec du monde australien, mais bon, presque. Mais c'est ça, il y a à plusieurs moments, justement, Peter Weir tourne sa caméra vers la nature, on voit des lézards, on voit les oiseaux qui semblent s'enfuir de Hanging Rock. Puis c'est ça, c'est un peu justement les Blancs, parce qu'on sait qu'il y a une population aborigène en Australie qui est noir, là, j'imagine, là. En tout cas, il doit y avoir plusieurs teintes, mais bon, c'est toujours cette dualité-là entre les gens de la ville, puis les gens, disons, du outback, du désert, ou en tout cas de la campagne, des fermes australiennes. Celui-là en fait pas exception non plus, parce que c'est, en théorie, ils vivent là, ils viennent pas tous de l'Australie, mais en théorie, ils vivent là, mais ils font une sortie touristique à la Roche, qui est pas trop loin, puis qui est là depuis 65. Ouais, mais c'est ça, mais qui est là depuis 65 millions d'années, ou je sais pas trop quoi, quel nombre McCraw a dit finalement. Mais tu sais, c'est ça qui fait référence à un temps bien avant que les Européens arrivent justement en Australie. Puis ils sont toujours justement, ils traversent des petits villages aussi, pas miniers, mais en tout cas des petits villages un peu Far West américains en se rendant à la Roche. Puis c'est là qu'on voit aussi, on a une vision de petits enfants qui sont aborigènes aussi qui courent. Donc il y a toujours cette dualité là, un peu comme nous avec les Amérindiens par exemple. Non, c'est la nouvelle vague, la plupart de ces films là font état de cette dualité là. Puis Walkabout faisait ça aussi. C'est 2 cosmopolites qui se sont perdus dans le désert, puis qui comprennent pas trop comment s'en sortir, puis qui se laissent guider par l'aborigène qui vient les aider justement. Donc je trouvais ça quand même assez intéressant, d'autant plus que Peter Weir, en plus de caster des filles qui correspondent à la description qu'il voulait, il avait déjà casté des filles qui venaient de la ville, puis il trouvait qu'ils étaient pas assez campagnardes, justement. Fait c'est là, je me souviens plus qui exactement, je pense que c'est Miranda ou Sarah, qui avait une actrice qui a commencé le tournage, puis après ça il a fait non, on va prendre quelqu'un d'autre, puis ils ont pris l'autre personne justement. Mais la plupart des filles viennent justement des campagnes australiennes et non pas de la ville. En tout cas, je trouvais que, puis on va en découvrir de nombreux films, je pense, de la nouvelle vague australienne. Il y en a quand même plusieurs dans Criterion, mais ça va être intéressant, je pense, de suivre ces 2 critères-là dans les autres films. Donc une très belle image, puis justement cette dualité-là entre comment est-ce qu'on pas s'approprie, mais comment est-ce qu'on vit avec la terre qui nous est donnée, puis une terre très mystérieuse, rouge, des animaux qu'on voit juste là-bas, des koalas, des kangourous, plein d'animaux. Ça, c'est vraiment une adaptation pour ces populations-là, puis c'est bon, j'imagine que c'est un peu un regard critique aussi des réalisateurs, de comme on est venu ici puis on comprend pas trop ce qui se passe nécessairement, mais bon, je trouve intéressant, puis tu sais, ça, moi j'adore ça, les beaux films, puis Walkabout c'est un film magnifique, celui-là aussi, fait que j'ai très hâte de poursuivre notre cheminement dans la nouvelle vague australienne. Peut-être on achève un peu de parler des éléments du film, mais c'est beaucoup un film de non-dit. Je trouve, moi, c'est ce que je m'étais noté.
sais, il y a une tension sexuelle qui est quand même là, mais il y a jamais de scène de sexe nécessairement. Il y a une espèce de... Tu sais, c'est un film d'horreur. Ben, c'est pas un film d'horreur, c'est comme un... Mais c'est un film mystérieux sans qu'il y ait vraiment d'éléments de mystère. Puis tu sais, c'est angoissant. Ben, il y a pas les codes du genre, par exemple, ben, là... Tu sais, c'est comme à la limite de l'horreur, mais tu sais, c'est un film angoissant, mais tu sais, il n'y a pas de jump scare, il n'y a pas de grosse musique qui est prenante, là. Tu sais, c'est vraiment comme... Tu sais, il y a des éléments sur... Mais c'est qu'on est toujours dans l'attente, j'ai l'impression, puis il se passe rien, jamais, fait que c'est comme... Ouais. C'est difficile de... Il y a beaucoup de surnaturel, mais sans qu'on voit d'éléments surnaturels, parce qu'au final, on a retrouvé une des filles, fait que ils sont pas rentrés dans un portail, puis ils sont disparus, tu sais. Non, on sait pas trop ce qui se passe, mais il nous est jamais rien qui nous est présenté, tu sais, qui peut attester une espèce de surnaturel, ou... Donc c'est vraiment... Mais tu sais, on le devine, mais il est jamais là, puis tu sais, on voit l'image être un peu floue puis bouger, mais en même temps, c'est-tu juste la chaleur ou c'est parce que je sais pas, la roche dégage quelque chose, une énergie, je sais pas, c'est vraiment, il y a beaucoup de non-dits puis de... En tout cas, je sais pas trop comment le dire, mais tu sais, il y a eu, ben ça, il y a plusieurs personnes qui ont été déçues de la fin justement parce que il y a pas de vraie finalité, mais par contre l'auteur à vrai dire, en 1980, je vais retrouver le titre exactement. Voilà, en 1980, il y a le livre The Murders at Hanging Rock qui propose des solutions, des interprétations au mystère de la disparition des films, mais c'est pas l'auteur un auteur qui l'a écrit, c'est quelqu'un d'autre. Par contre, l'auteur, elle a sorti ce qui était supposé être le dernier chapitre du roman, elle l'a sorti après sa mort, donc ses éditeurs, j'imagine, qui l'ont sorti en 87. Puis dans ce chapitre-là, on explique vraiment ce qui est arrivé aux filles disparues. Là, je sais pas trop s'il faut le spoiler ou non. Là. J'aimerais mieux pas, mais il y a des éléments de mysticisme là-dedans, une espèce de faille un peu qui tombe dans le néant ou je sais pas trop quoi, là, mais ça tombe un peu dans le mysticisme, mais le livre puis le film, ils s'en tiennent pas à ça, ils s'en tiennent à nos propres interprétations, ils sont juste tombés en bas de la montagne puis on les a pas retrouvés. T'sais, ça laisse place, mais en tout cas, elle a éclairci, donc si vous êtes curieux, si vous avez vu le film, ben, allez voir, je pense qu'il doit être disponible en ligne, là, ce chapitre-là, il est pas très très long, mais sinon vous pourrez aller lire la conclusion aussi là, sur... je sais pas si c'est sur Wikipédia que j'ai pris ça, là, je pense pas, là, mais en tout cas, vous pourrez aller voir ça. Je suis quand même surpris aussi de voir dans la collection Criterion qu'il n'y a pas... parce qu'en fait, il y a eu une première tentative d'adaptation du livre en 1969, donc 2 ans après la sortie du livre, qui s'appelait The Day of St. Valentine's. Mais c'est un film comme semi-amateur, donc ça n'a pas été très connu, mais dans plusieurs éditions DVD du film, on fournit cet extrait-là, justement, ce court-métrage-là, puis il est sur YouTube aussi. Mais ça m'étonne que Criterion ne l'ait pas mis. Mais on en a-tu parlé de la collection Criterion? Non. Non, ouais. Ben, on pourrait finir justement l'émission avec ça, juste mentionner ce que comporte l'édition Criterion, parce qu'elle existe, ils l'ont renouvelé, ou ils ont renouvelé les partenariats, puis ils l'ont refait en Blu-ray aussi, là, je te laisse. Oui, ben en fait, il y a beaucoup de choses là, dans l'édition Criterion. Dans le fond, on parle d'une interview rallongée avec Peter Weir, une version, dans le fond, haute définition, là, qui est supervisée par Peter Weir aussi, donc c'est ça, c'est restauré, remasterisé, etc. Trame audio 5.1 Surround sur l'édition Blu-ray. On a le making-of du film, on a des entrevues en 2003 avec Patricia Lovell, qui est productrice exécutive, puis Al et Jim McElroy, puis aussi des acteurs. Fait quand même beaucoup de stock là au niveau des entrevues. Une introduction par David Thompson qui dans le fond qui a écrit The New Biographical Dictionary of Film, donc une introduction par lui, documentaire sur le plateau directement qui est présenté par Patricia Lovell et il y a aussi une entrevue avec Peter Weir, Rachel Roberts qui là, ça m'échappe là qui elle fait dans ce film-là, puis l'auteur du roman, John Lindsay. Il y a aussi une petite comédie noire de Peter Weir qui est Holmesdale, faite en 1971, donc ils ont ajouté ça aussi, puis ça a gagné un prix ce film-là. Donc un peu comme dans The Lady Vanishes là, qui venait avec un autre film du duo là. Oui, Caldecott, Shavers et Caldecott, Sheldon. Je sais plus.
Chambers, voilà. Ça fait longtemps là, Fait que vous avez quand même 2 films pour le prix d'un. Mais c'est quand même bien, cool. Puis ça a gagné des prix ce short-là, donc c'est ça. Ils ont ajouté ça, la bande-annonce évidemment. Il y a des sous-titres en anglais pour les malentendants, donc quand même, ok. Un petit livret, là, Criterion fait ça souvent, là, ajouter des livres à ses éditions, donc un livret dans lequel il y a un essai par Megan Abbott, puis un passage du livre de Marek Althoff qui s'intitule Peter Weir, When Cultures Collide. Là, par contre, il y a ça juste dans l'édition double format, donc Blu-ray et DVD. Puis il y a une nouvelle édition du roman, dans le fond, qui est quand même, tu sais, c'est quand même cool. C'est vraiment le fun, puis c'est un hardcover, là, c'est ce qui est typiquement anglais, là. On a moins ça au Québec. Paperback ou hardcover. Qui était, dans le fond, le roman était out of print avant, mais on parle toujours aussi dans l'édition double format seulement. Donc, si on achète que Blu-ray, il coûte un peu plus cher, ces éditions-là. On en a 2. Nous, en fait, on a Jules et Jim de François Truffaut qu'on avait acheté au Pawn Shop ici, mais j'avais acheté Itu Mama Tambien, qui venait avec un gros livret, mais il venait pas avec un livre. Fait que, non, c'est ça, mais ça doit être un peu plus cher. Ça doit être super intéressant, surtout si c'est un hardcover. Là, effectivement. Mais c'est ça, donc c'est tout, mais c'est beaucoup pour l'édition Criterion. Oui, ben c'est quand même, c'est ça, c'est bien parce que dans cette dizaine-là, il y en a pas beaucoup qui ont été réédités par la suite. Là. Ils ont toutes soit l'ancienne pochette ou en tout cas, ils ont perdu les droits avec le temps, donc c'est quand même bien de voir. Je pourrais finir vite juste avec quelques références dans la culture populaire qu'on n'a pas mentionnées. Le film a inspiré de nombreux réalisateurs ou réalisatrices, dont Sofia Coppola pour The Virgin Suicides, et même Marie-Antoinette aussi, dont on parle un peu de jeunes femmes qui ont une vision sur la sexualité, mais qui sont un peu répressées, en tout cas, il y a une ambiance réprimée, pardon, il y a une ambiance aussi un peu pas mystique, mais particulière, mettons. Ben, c'est sûr que Virgin Suicides plus, j'ai l'impression Marie-Antoinette, c'est très coloré, c'est pas le cas dans Hanging Rock. Je serais plus prête à faire des rapprochements entre Virgin Suicides que Marie-Antoinette, par exemple, mais on a l'espèce d'étrangeté aussi, là, on sait pas trop ce qui se passe, tout est un peu bizarre, puis moi, ce qui m'avait frappé dans ce film-là, c'est à quel point c'est vraiment ça qu'on a. Puis je m'attendais pas je m'attendais pas à ce que The Virgin Suicide soit ça, tu sais, c'est exactement on en spoil pas trop, on en dit pas trop, mais il fait partie de la collection. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, c'est le titre, c'est ça, le film. Fait que, puis c'est pas à ça que je m'attendais, je pensais que c'était une image, je pensais que c'était une métaphore. Non. Fait que, peut-être qu'il y a des gens qui pensaient ça aussi, mais maintenant, ils ne pourront pas passer le contraire. Et non. Il y a certains dialogues aussi du film qui peuvent être entendus dans la chanson Girls School du groupe Rasputina, que je connais pas, mais que, je connais un peu de nom, mais je suis pas familier avec ce qu'ils font non plus. Il y a le film qui a inspiré la saison 2 de Leftovers, le show HBO, écrit par Damon Lindelof, celui qui a fait créateur de Lost, créateur de Watchmen, en tout cas d'autres affaires aussi. Il y a eu un remake aussi du film, qui est une mini-série télévisée sortie en 2018, là, qu'on voit sur IMDb aussi. L'histoire du film fait écho au film L'Aventura, qui est aussi un Criterion. C'est essentiellement ça aussi, une disparition dans la mer Méditerranée, puis des gens qui essaient de retrouver ça. Puis une dernière truc sur un film que je connaissais pas, mais que je suis allé voir par la suite, on en fait référence dans le film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. C'est quoi ça? C'est un film sur des drag queens qui s'en vont faire un show dans le désert australien. C'est avec Hugo Weaving, Guy Pearce, puis Terence Stamp, en fait, qui joue 3 drag queens. C'est un film australien parce que les 3, je crois qu'ils sont australiens. Non, Guy Pearce il est britannique, parce que les 2 autres sont australiens. Mais c'est ça, je savais pas trop c'est quoi. Ça a gagné un Oscar pour meilleur costume, je crois. Un film de 1994, donc ça m'a frappé. Je suis allé voir, puis ça a l'air sympathique. J'aime bien Hugo Weaving aussi, donc on pourra éventuellement découvrir ça un jour. C'est ça, le cinéma australien commence à m'intéresser de plus en plus, donc je verrai si j'ai du temps à y consacrer, mais c'est ce qui ferait le tour, je pense, pour nous du film. Donc je sais pas quelle note tu y donnerais. En fait, si la fin avait été différente, je pense que je lui aurais donné un bon 4, mais je vais lui donner un mauvais très 4, correct 3.5. Dans le fond, c'est un excellent film. On est dans un univers qu'on aime, dans le fond, suivre, là, tu sais, on aime être pris dedans, dans le fond, mais
j'aurais aimé quand même avoir la satisfaction de voir qu'est-ce qui se passait à la fin. Il y a une espèce de texte là, comme dans les biographies là, mais finalement c'est absolument pas vrai, là. L'histoire a pas eu lieu, mais c'est ça. Avoir eu un petit peu plus de clés, justement, j'aurais pu lui mettre un bon 4, mais ça va être un très honorable 3,5. Ouais. Je sais pas encore. Moi aussi, j'hésite entre un 3,5 ou 4. Je pense que je vais y mettre 3,5 pour l'instant, mais j'aimerais ça le réécouter. Puis, tu sais, j'ai vraiment pas détesté ça, mais encore une fois, ça tombe un peu à plat dans la deuxième moitié du film. Dans la première, il y a vraiment cette ambiance-là, puis dans la deuxième, pas qu'elle s'estompe nécessairement, mais que, je sais pas, elle laisse un peu de place à du drame entre la directrice puis Sarah, puis on dirait qu'on perd un peu le focus sur la roche. Puis on a aussi une espèce de plot twist là, qui est jamais vraiment exploité entre Albert puis Sarah, justement. Ouais. Puis on mentionne quelque chose de super le fun à savoir, puis finalement, il arrive rien avec. Ouais. Non, c'est ça. C'est vraiment... Ça arrête un peu, pas sec, mais tu sais, on est surpris que ça arrête ou ça arrête. Ouais, fait que, mais je vais donner aussi 3 étoiles et demie, mais tu sais, c'est un très fort 3 étoiles et demie. Vous pourrez voir notre top 10 dans la prochaine émission qui va porter sur le film M de Fritz Lang. Et parlant de on est surpris que ça s'arrête parce que ça s'arrête, ben M, c'est un bon exemple aussi. C'est un très très bon exemple. On pourra vous expliquer pourquoi en détail. Je pense qu'il n'y avait absolument pas de cintre dans ce film-là. Il y a plein de robes, mais... C'est ça, malgré tout le temps qu'on passe là, dans les chambres des filles. Malheureusement, décevant. Non. Et oui. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'on va se reprendre pour le prochain film. Donc, restez des notes pour le prochain film. Et puis, j'espère que vous avez aimé le nouveau format. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que c'est plus convivial d'avoir une discussion comme ça, là, face à face. Puis ça fait c'est du ça, bien. vous le voyez pas, là. Ouais. Pour nous, ça fait différent que de regarder un mur. Ouais, c'est ça, exactement. mais non, je pense que c'était mieux. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Je sais pas combien de temps on a fait pour celle-là. Une bonne heure. Ouais. Oui. Je pense que ça va être un petit peu plus long là, avec la nouvelle façon de le faire, mais enfin, c'est ça. On s'adapte, c'est ça. On va changer de formule. On a mis le film à faire, fait que ça c'est restera long, jamais de la même façon, c'est sûr. Exactement. Donc, merci d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve pour la prochaine émission qui portera sur M.